bienvenue pour ce nouveau numéro de 100% ETF. Vous le savez, 2 fois par mois avec iShares, le magazine pour comprendre et bien utiliser les ETF. Et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui Clément Roux, responsable vente iShares France chez BlackRock. Bonjour Clément. Bonjour Laurent. Alors, émission un petit peu spéciale, Clément, puisqu'on ne va pas faire notre rubrique mots-clés cette fois-ci. On va répondre aux questions les plus fréquentes que nous ont posées les investisseurs débutants tout au long de cette année, notamment durant les web conférences iShares consacrées aux ETF. Alors j'ai un inventaire à la Prévert, je vais vous le faire, une petite liste. On va commencer par la première question, une question grand classique que vous devez entendre également très régulièrement, Clément. Alors il y a plusieurs questions en une, mais vous allez voir, ça tourne un peu toujours autour du même thème. Peut-on acheter des ETF alors qu'on n'a aucune expérience en bourse? Les ETF à privilégier quand on débute en bourse, ça c'était Didier et Pradip qui nous posaient cette question. Les ETF sont-ils réservés, un petit peu différent cette question, à des propriétaires de gros portefeuilles ou à des institutionnels? C'était une question de genre. Alors on va prendre les choses dans l'ordre. Déjà, est-ce qu'on peut déjà faire investir dans les ETF quand on est débutant? Et puis, est-ce qu'il y en a qui sont à privilégier? Oui, effectivement. Alors, quand on est débutant en investissement, on a même envie de dire que c'est une bonne chose que d'utiliser les ETF, puisque par définition, un ETF est un panier de titres, donc diversifié, avec des dizaines, voire des centaines, voire même des milliers de titres. Donc, on peut dire que ça fait peut-être un peu moins peur que d'aller choisir soi-même certains 4 titres. 4 ou 5 actions, et puis si on se plante, ça peut vite faire mal. Exactement. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quels ETF du coup à utiliser ou à privilégier lorsqu'on est plutôt débutant? On va plutôt peut-être conseiller plutôt des ETF relativement larges en termes justement d'investissement. On pense souvent au fameux MSCI World, qui est un peu l'indice phare représentant les actions au niveau global. Donc quand on dit indice large, c'est qu'on va prendre un indice qui regroupe énormément de sociétés, c'est ça? Exactement, il y a plusieurs centaines de sociétés au sein de cet indice, avec des géographies différentes, avec des secteurs représentant des secteurs d'activité différents. Donc c'est un peu comme si j'investissais dans les principales places financières mondiales d'un seul coup. C'est exactement le principe. Et puis après, on peut bien sûr faire la même chose sous l'angle obligataire, utiliser un indice extrêmement large, global, mondial, qui reprend par exemple autant d'obligations d'entreprise que d'État pour se diversifier relativement, on va dire, sans avoir à regarder trop en détail ces investissements. C'est surtout ça. Alors je reviens à la question de Jean qui disait: les ETF sont-ils réservés à des propriétaires de gros portefeuilles, voire à des institutionnels? Alors de facto, on pourrait le penser, mais si on peut même prendre le contre-pied de cette idée, c'est de dire que de notre côté, en tout cas, on pense que les ETF sont un très bon outil de démocratisation de l'investissement parce qu'ils sont diversifiés, comme ce sont des paniers, comme on l'expliquait, et puis ils sont aussi accessibles en général à partir de quelques dizaines d'euros. Donc extrêmement accessible. Quelques dizaines d'euros, c'est 20, 30 euros, on peut avoir... 20 euros, je peux acheter un ETF déjà. Effectivement, qui lui-même sera investi dans plusieurs dizaines de titres. Et on a vu justement cette évolution importante, notamment aux États-Unis. Ça a commencé il y a quand même pas mal d'années aux États-Unis, où les investisseurs particuliers se sont emparés, entre guillemets, du sujet des ETF. Et plus récemment, quand même, ces toutes dernières années, en Europe et plus près de chez nous, notamment en Allemagne, on voit une certaine évolution justement des investisseurs particuliers à se tourner de plus en plus vers les ETF. Et on voit qu'aussi en France, ça commence à monter en puissance. Autre classique qui revient très souvent, Clément, est-ce qu'on peut mettre des ETF, notamment des ETF iShares bien sûr, dans un PEA? Je rappelle, le PEA, c'est le plan d'épargne en action. Oui, alors tout à fait. On rappelle quand même le critère pour être éligible au PEA. Soit c'est un titre d'une entreprise qui elle-même a son siège dans l'Union européenne, ou alors c'est un fonds qui doit être composé à minima de 75% de titres qui sont de l'Union européenne. Donc, si on prend quelques exemples, je crois qu'il va y avoir une illustration. Dans notre gamme iShares, on va avoir par exemple plusieurs ETF qui sont éligibles à ce PEA. On a notamment le iShares MSCI France, puisque les actions françaises typiquement sont toutes de l'Union européenne par définition, ça va. On a aussi par exemple un ETF sur l'Eurostock 50, le iShares Eurostock 50. Et puis on a encore... On rappelle peut-être l'Eurostock 50, la liste des grandes capitalisations européennes. Les 50 plus grandes capitalisations de l'Union européenne. Et puis on a aussi par exemple des indices un peu plus, on va dire, sectoriels. C'est qu'on prend un indice qui s'appelle le Stock 600, donc un peu plus large, mais toujours en Union européenne, mais sur certains secteurs d'activité. En l'occurrence, ça peut être sur l'automobile ou encore la technologie.
Bon, il est important de savoir, je le rappelle à chaque fois, que si vous investissez sur des ETF iShares via la plateforme Bourso Market, c'est bien, les frais de passage d'ordre sont gratuits, 0 €, voilà. Autre question, on les égrène toutes. Hein. Quel est l'intérêt des ETF au niveau rentabilité? Car ils suivent les cours de bourse, donc si la bourse monte, les ETF aussi, et c'est la même chose en cas de perte, donc on ne peut pas gagner plus. C'est Nelly qui nous pose cette question, et je pense qu'implicitement, même si elle ne le dit pas comme ça, elle voulait faire sans doute une comparaison entre gestion passive, comme on appelle parfois les ETF, et gestion active, où là, il faut surperformer son indice de référence. Oui, c'est ça, c'est l'essence des ETF, hein, c'est avant tout de répliquer la performance d'un indice boursier. Donc j'ai envie de dire que le contrat est très lisible puisque l'objectif est là, et en général, les ETF sont extrêmement proches de leur indice, que ce soit dans la hausse ou dans la baisse. En l'occurrence, comme vous le mentionnez, la gestion active, elle a un tout autre objectif, ou un objectif complémentaire, c'est de se dire, je vais peut-être prendre un indice de référence, mais moi, en tant que gérant, et puis en général, c'est un gérant avec des analystes qui vont étudier très finement des entreprises, et l'objectif ici sera de faire mieux que cet indice, notamment en choisissant peut-être les entreprises les plus performantes au sein de cet indice. Donc une fois qu'on connaît cette différence entre ces deux typologies d'investissement, il faut effectivement comprendre ce qui est le plus approprié en tant qu'investisseur. On a d'un côté ces ETF très lisibles en termes de performance puisqu'on réplique un indice, mais également avec des frais de gestion, donc un coût qui est quand même moindre que la gestion active. Et de l'autre côté, on a une gestion active qui a des frais plus importants. Et si tout se passe bien, effectivement, le fonds fera mieux que son indice de référence. En l'occurrence, il est aussi possible que le gérant et son équipe fassent moins bien. Donc c'est effectivement comme ça qu'il faut appréhender ces deux types de gestion pour choisir le plus approprié. Bon, très clair. Autre question qui revient souvent, là aussi, qui nous avait été posée par Romain. Y a-t-il des ETF ISR? Alors je le rappelle, par ISR, on entend investissement socialement responsable. Pour faire simple, Clément, est-ce qu'on peut faire de la finance durable avec les ETF? Alors, on dit toujours qu'il y a une offre maintenant pléthorique sur les ETF, de plus en plus, et clairement la durabilité en fait partie, avec des gammes qui ont, on va dire, des niveaux d'engagement, on va dire, durables différents les unes avec les autres pour correspondre à la philosophie de chacun. Je prends quelques exemples. Il y a des ETF qui vont, entre guillemets, simplement filtrer des secteurs ou des entreprises qui sont notamment contrevenantes au pacte des Nations Unies, ou alors de secteurs, par exemple, utilisant trop largement les énergies fossiles. Il va y avoir d'autres gammes qui vont privilégier la notation ESG. Donc, ça veut dire que c'est un ETF qui prend un indice comme le MSCI World et qui dit, moi, je cherche à augmenter la notation ESG de X%. Notation ESG étant la notation environnement, social et gouvernance des entreprises. Et puis, un dernier type d'offre qu'on retrouve, c'est tout ce qui est lié beaucoup plus au climat, où donc par rapport à son indice de référence, l'ETF a un objectif clair notamment de diminuer l'intensité carbone de ses investissements. On a quand même un chiffre qui est quand même assez édifiant, c'est que depuis le début de cette année 2022, sur le marché des ETF en Europe, donc pas uniquement iShares, l'ensemble des fournisseurs d'ETF, il y a 59% des investissements de nos clients qui se sont tournés vers ces ETF durables, donc un vrai mouvement qu'on est en train d'observer. Tendance de fond. Question de Cyril, je l'aime bien celle-là parce que je pense qu'on peut être nombreux à se la poser. Quel est l'intérêt de multiplier des ETF dans un portefeuille alors qu'il s'agit déjà d'un support diversifié par construction? La plupart des marchés internationaux, c'est là où on est peut-être moins obligé d'être d'accord, étant corrélés. Moi, ce que je retiens, c'est est-ce qu'on prend un indice, finalement, un ETF sur un indice très large et puis terminé, ou est-ce qu'il faut quand même aller essayer de composer un peu plus finement? Oui, alors effectivement, il y a diversification et diversification. Oui. Effectivement, Cyril a tout à fait raison de dire que par essence, un ETF est diversifié. En l'occurrence, un ETF CAC 40 ou Eurostock 50 ne se concentre que sur, par exemple, une géographie relativement restreinte. Donc effectivement, utiliser des ETF avec des indices extrêmement larges permet de diversifier. Et puis après, on peut aussi faire parler, entre guillemets, un peu ses préférences. Ça veut dire qu'on peut utiliser des indices
indices très larges. Et puis, si on a une certaine appétence sur un secteur d'activité, on peut après composer son portefeuille avec, je le mentionnais tout à l'heure, il y a des gammes d'ETF dits sectoriels, par exemple sur les bancaires, sur les valeurs tech, etc. Et donc, on peut effectivement composer avec plusieurs briques et de plus en plus finement d'ailleurs. Plus on devient expert, peut-être qu'on peut aller plus loin dans la réflexion, entre guillemets, pour composer son portefeuille. On peut ajouter sur la corrélation des indices internationaux. C'est pas tout à fait vrai, ça. Non, effectivement. Et d'ailleurs, on le comprend très bien, par exemple, dans l'environnement actuel. On a vu d'ailleurs que depuis ce début d'année 2022, on voit par exemple des marchés américains sous-performer des marchés comme l'Europe. Et puis, on comprend aussi que, notamment en termes de croissance, en termes de dynamique de zones géographiques, on n'est pas du tout dans les mêmes dynamiques. Par exemple, aujourd'hui, on peut peut-être remettre un peu plus en question les futures performances, par exemple, sur l'Europe, puisqu'elle est plus impactée sur les hausses des prix des matières premières. Et dans ce cadre-là, effectivement, pouvoir jongler potentiellement entre les zones, ça permet effectivement de diversifier. Une question un petit peu, pas similaire, mais qui reprend un peu ce principe de composer un portefeuille. Michel nous demande comment construire un portefeuille équilibré sans multiplier les lignes. Faut-il privilégier une répartition géographique ? Bon, là, ça revient un peu à ce qu'on vient de dire sur la question d'avant. Donc, effectivement, une fois de plus, indice large. Mais si on n'a pas envie de s'éparpiller avec 15 ETF dans son portefeuille, on peut en prendre un ou deux sur les actions, un ou deux sur les obligations, eux aussi très larges. Et puis, par exemple, un ETF sur les matières premières qui serait lui-même parfaitement diversifié. Voilà, et avec 5-6 ETF, on peut déjà avoir quelque chose d'assez diversifié et d'assez équilibré. Question, là, on rentre sous le capot avec Bertrand. Si la composition des ETF n'est pas figée, qu'est-ce qui peut déclencher une modification de cette composition et qui a la charge de gérer ces modifications ? Vous voyez, parce qu'un ETF, il réplique le plus souvent un indice qui a lui-même un panier de valeurs. Les indices, ils vivent leur vie. Alors, est-ce que l'ETF vit sa vie avec l'indice ? L'ETF vit sa vie en fonction quand même de son indice, puisque l'indice lui-même, on appelle cela un rebalancement, fait des rebalancements régulièrement. Alors ça peut être par exemple, la règle, ça peut être une fois tous les ans, et notamment le fournisseur de cet indice va revoir si l'indice, en l'occurrence, représente toujours la catégorie d'investissement qu'ils souhaitent appréhender. Et puis même parfois, ces fournisseurs d'indices vont consulter les investisseurs en disant est-ce qu'il est toujours assez diversifié ? Est-ce que je devrais faire ceci ou est-ce que je devrais faire autre chose ? Et donc l'ETF, lui, va, en tout cas pour ceux qui ont une réplication dite physique, donc d'investir dans les mêmes titres que l'indice, eh bien vont faire ce même rebalancement pour toujours coller au mieux à son indice de référence. Bon, on a un peu triché. On a terminé par une question parce qu'elle nous semble importante, question récurrente, point important, fondamental de l'investissement qu'on répétera sans doute jamais assez. Donc on va en remettre une couche. Doit-on investir régulièrement, mensuellement, par exemple, dans nos lignes de portefeuille afin de lisser le risque ou attendre d'avoir un gros montant pour un investissement lourd en one shot, c'est-à-dire tout d'un seul coup? Quelle est votre préconisation, nous demande Damien. Il a déjà un petit peu, je pense, Damien, des éléments de réponse dans sa question. Effectivement, et on peut abonder dans le sens effectivement d'utiliser plutôt ce qu'on appelle donc les investissements programmés, ou même lorsqu'on a peut-être une forte somme qui nous arrive d'un coup, au moins un investissement progressif, c'est-à-dire attendre peut-être... C'est pas parce qu'on touche 100 000 euros d'un coup qu'il faut les placer tout de suite. Exactement, puisqu'en fait on se rend compte que historiquement, d'ailleurs, que ce soit un investisseur professionnel ou particulier, il a un peu du mal à essayer en tout cas de capter les fameux points bas de marché que tout le monde essaie de rechercher et que tout le monde manque un peu de manière générale. Donc si on n'a pas envie de se donner cette charge mentale-là, entre guillemets, d'aller forcément investir le bon jour, eh bien on peut se dire qu'on lisse ces points d'entrée. Et donc, on investit par exemple tous les mois. Lorsqu'on a une capacité d'épargne par exemple de 100 euros par mois, on peut très bien investir 100 euros chaque mois et donc se délester un peu de cette charge d'aller chercher absolument le meilleur timing possible. Ça veut dire que si on a 100 000 euros, je reprends cet exemple, peut-être qu'on le fait par coup de 2 000, 3 000 euros, voilà, ou peut-être un petit peu plus si on peut, mais au fur et à mesure des mois, on met une partie de cette somme en attente et puis on lisse ces 100. Absolument. Et d'ailleurs, quand on fait la rétrospective souvent de ces portefeuilles gérés comme cela, eh bien, on retrouve souvent une performance qui est encore meilleure que les investisseurs qui ont essayé de faire le bon coup en investissant one shot, comme vous le disiez tout à l'heure. Bon, ben voilà, question importante, on le répétera, je le disais jamais assez. Merci Clément, on a fait le tour des questions les plus fréquemment posées et on espère vous avoir apporté, grâce à Clément, des réponses qui pourront vous être utiles dans la gestion quotidienne de vos investissements. Merci Clément. Merci Laurent. 100% ETF, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro.